Un légionnaire romain sort des rangs. Casque étincelant, manteau rouge, glaive au flanc. Et puis ces bandes de cuir qui pendent de sa ceinture comme des franges de rideau. Aujourd'hui, cela paraît étrange. Mais il y a 2000 ans, les barbares voyaient ces bandes et prenaient la fuite. Pourquoi l'armée la plus redoutée du monde antique portait-elle quelque chose qui ressemble à une jupe pour nos yeux modernes? Pourquoi les Romains, qui ont conquis la moitié du monde, ont-ils choisi précisément ce design? Vous allez découvrir pourquoi ces bandes de cuir étaient un coup de génie et pourquoi sans elles, un légionnaire aurait été un homme mort. Commençons par l'essentiel. Ce n'est pas une jupe. Les Grecs appelaient cet élément pterudges, ce qui signifie aile ou plume. Les Romains, eux, étaient plus terre-à-terre. Pour eux, c'était simplement des bandes de cuir. Aucun nom romantique. D'où vient l'idée? Les hoplites grecs en portaient déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces mêmes hommes qui ont tenu la ligne aux Thermopyles. Les Romains ont vu cela, en ont compris le côté pratique et ont adopté cette technologie. Mais ils ne se sont pas contentés de la copier. Ils l'ont améliorée. Un légionnaire portait 2 ensembles de bandes. Le premier était fixé aux épaules et protégeait les bras jusqu'aux coudes. Le second pendait à la ceinture et recouvrait les cuisses, l'aine et le haut des jambes. Chaque bande était faite d'un cuir épais, parfois renforcé de petites plaques métalliques à l'extrémité. Pas de décoration, un renfort structural. Imaginez l'atelier d'un artisan du cuir à Rome. Sur la table, les matières premières, de longues lanières de peau de taureau trempées dans l'huile pour les assouplir. L'artisan les découpe en bandes de la largeur d'une paume, les fixe à une ceinture de cuir avec des rivets de cuivre. À l'extrémité de certaines bandes, il martèle des garnitures de bronze. Elles ajoutent du poids, empêchent les bandes de remonter en marchant. Un ensemble pour un légionnaire demande 3 à 4 heures de travail à un artisan expérimenté. Cela vous paraît primitif? Ce système a servi Rome pendant 8 siècles. Des guerres de la République contre Carthage jusqu'au Bas Empire, quand les légions tenaient la frontière sur le Rhin et le Danube. Mettez un like et abonnez-vous. Nous allons maintenant voir en détail pourquoi ces bandes étaient plus ingénieuses que bien des armures métalliques. La bataille de Cannae, 216 avant Jésus-Christ. 50 000 Romains encerclés par les Carthaginois. Des guerriers serrés en formation compacte, épaule contre épaule. L'ennemi frappe de bas en haut avec ses épées, visant l'aine, les cuisses, le haut des jambes. Les zones que le bouclier ne couvre pas. Les légionnaires survivent. Les bandes de cuir dévient les coups, perturbent la trajectoire des lames. Elles n'offrent pas une protection absolue, mais souvent, elles transforment une blessure grave en simple éraflure. Première fonction, la protection sans le poids. Les bandes recouvraient les zones les plus vulnérables, l'aine. Un seul coup là et un combattant est hors de combat. L'artère fémorale. Si elle est tranchée, l'homme a 1 minute avant de mourir d'hémorragie. Le haut des jambes. Un coup à cet endroit ôte toute mobilité. Toutes ces zones étaient recouvertes par ces bandes de cuir. Mais le facteur clé, c'était le poids. Un ensemble complet de bandes de ceinture pesait entre 500 et 700 grammes. À comparer aux protections métalliques pour les jambes, knémides ou jupes de maille. Celles-ci pesaient 2 à 3 kg. Un légionnaire portait environ 20 kg d'équipement. Casque, cuirasse de maille ou de plaque, bouclier, glaive, 2 javelots, ration pour 3 jours. Chaque kilogramme économisé pouvait lui sauver la vie. Deuxième fonction, la liberté de mouvement. Les bandes n'étaient pas reliées entre elles. Chaque lanière était fixée séparément à la ceinture et bougeait indépendamment. Un légionnaire pouvait courir, sauter par-dessus des fossés, monter à cheval, grimper sur une échelle de siège. Essayez de faire cela avec une jupe métallique d'un seul tenant. Elle vous serre les jambes comme un étau. Regardez les reconstituteurs modernes. Ceux qui ont porté des copies fidèles de l'équipement romain confirment. Avec des ptéruges, vous pouvez marcher et combattre des heures durant. Une protection intégrale des jambes transforme le soldat en tortue. Rapide peut-être, mais toujours plus lente qu'un adversaire sans armure. La tactique romaine reposait sur la mobilité. Les légions ne restaient pas immobiles, elles manœuvraient. Elles se reformaient, prenaient l'ennemi à revers, poursuivaient les fuyards. Les bandes de cuir le permettaient. Les lourdes protections de jambes, non. Troisième fonction, la ventilation. Une légion débarque en Égypte, en été, 40 degrés à l'ombre. Les légionnaires marchent 30 km dans le désert. Chacun porte une cuirasse métallique sur une tunique. La sueur coule à flot, mais les cuisses et les jambes restent dégagées.
Les bandes laissent passer l'air. Cela évite les coups de chaleur. Imaginez l'alternative. Des cnémides métalliques ou une jupe de maille. Le métal chauffe au soleil jusqu'à des températures telles qu'on ne peut même plus le toucher. La maille ne respire pas du tout. Un légionnaire équipé ainsi arriverait sur le champ de bataille à moitié mort. Les Romains ont combattu partout. En Espagne, en Afrique, en Syrie, en Mésopotamie. La chaleur y était la norme. Les ptéruges permettaient aux soldats de rester efficaces au combat dans des conditions où d'autres armées étaient physiquement incapables de se battre. Les tribus gauloises et germaniques portaient des pantalons et des armures lourdes. Les Romains s'en moquaient. Les barbares ne comprennent pas qu'en bataille, la surchauffe tue plus vite que l'épée ennemie. Une légion pouvait faire une marche forcée de 50 km, arriver sur le champ de bataille et combattre aussitôt. Un adversaire engoncé dans une armure lourde était déjà épuisé. 3 fonctions simples: protection, mobilité, confort. Aucun autre système n'offrait un tel équilibre. C'est précisément pour cela que les ptéruges ont été portés 8 siècles d'affilée. 4e siècle avant Jésus-Christ, début de la République romaine. Un légionnaire enfile son équipement avant une campagne contre les Samnites. Ces ptéruges sont simples, 12 bandes de cuir de même longueur, pendant de la ceinture jusqu'au milieu de la cuisse. Pas de décoration, pas de métal, du pur fonctionnel. Un artisan les a découpés dans une peau de taureau, les a assouplis dans l'huile, puis cloués à la ceinture avec des rivets de fer. 2 heures de travail. C'était un objet utilitaire. L'armée de la République était composée de milices citoyennes. Chacun achetait son propre équipement. Plus le design était simple, plus il était abordable. Les bandes de cuir coûtaient quelques deniers, accessibles même à un petit paysan. L'essentiel, c'est qu'elles remplissaient leur rôle. Avançons de 4 siècles. 1er siècle après Jésus-Christ, apogée de l'Empire. Un légionnaire du temps de Trajan porte des ptéruges tout à fait différentes. Les bandes sont désormais de longueur variée. Les extérieures plus courtes, les intérieures plus longues. Cela crée un effet de superposition qui renforce la protection. À l'extrémité de chaque bande, des garnitures de bronze ou de cuivre. Elles ajoutent du poids et empêchent les bandes de remonter pendant la marche. Mais le plus important, c'est le son. Quand une légion marche en formation, des milliers de ces garnitures métalliques tintent au rythme des pas. C'est une arme psychologique. L'ennemi entend ce cliquetis de loin et comprend « les Romains arrivent », des professionnels qui ont conquis la moitié du monde. Sur certaines bandes apparaît la décoration, motifs sans relief, petits médaillons représentant un aigle ou une louve. Ce n'est plus seulement une protection, c'est aussi un signe d'appartenance à une légion. Chaque unité possède ses éléments distinctifs. Un centurion peut reconnaître à l'aspect des ptéruges de quelle cohorte vient un soldat. Fabriquer un tel ensemble demandait une journée de travail complète. L'atelier d'un camp légionnaire en produisait des dizaines. Un artisan du cuir prenait une peau tannée, traçait des bandes de différentes longueurs, les découpait, en finissait les bords, posait les garnitures métalliques, appliquait les motifs en relief. Une légion de 6000 hommes exigeait 6000 ensembles. Plus les pièces de rechange. Le cuir s'usait, se déchirait au combat. C'était une véritable industrie. L'armée romaine s'était professionnalisée. L'État équipait les soldats. Il pouvait se permettre la complexité et la qualité. Les ptéruges se transformèrent d'une simple protection en élément de culture militaire. Mais rien ne dure éternellement. 3e à 4e siècle après Jésus-Christ, bas empire. Le trésor est vide, les frontières craquent sous la pression barbare, l'armée a besoin de renforts massifs. Les ptéruges se simplifient à nouveau. Les garnitures métalliques disparaissent, la décoration s'efface, la superposition n'existe plus. Les bandes redeviennent d'une longueur uniforme, comme au vieux temps de la République. De plus, les bandes de cuir sont souvent remplacées par des jupes de maille. C'est moins coûteux en production de masse. Un forgeron peut confectionner une jupe de maille plus vite qu'un artisan du cuir ne peut couper et finir 12 bandes. Certes, la maille est plus lourde d'1,5 kg et ventile moins bien, mais il n'y a pas le choix. Il faut équiper des dizaines de milliers de recrues. Les archéologues confirment cette évolution. Les fouilles de Pompéi, la ville détruite en 79 après Jésus-Christ à l'apogée de l'Empire, ont livré des ptéruges avec garnitures métalliques et décorations. Les fouilles des forts de frontières du IVe siècle montrent de simples bandes de cuir ou leurs substituts en maille. L'histoire des ptéruges, c'est l'histoire de Rome elle-même. De la simplicité de la Première République à la luxuriance de l'Empire, puis aux économies forcées des derniers siècles. Mais l'essence est restée inchangée, une protection qui ne gêne pas le mouvement. Vient alors la grande question.
Pourquoi un homme moderne voit-il ces bandes et pense-t-il à une jupe? Pourquoi ce qui terrifiait les barbares nous paraît-il ridicule aujourd'hui? Un homme d'aujourd'hui regarde un légionnaire romain et voit une jupe. Pour un Romain, ce serait absurde, comme appeler un char d'assaut un jouet d'enfant. Les ptéruges étaient un symbole de guerre, de sang et de conquête. Ces mêmes bandes qui nous semblent étranges aujourd'hui étaient portées par les hommes qui ont soumis 3 continents. Pour un Romain, la virilité ne se définissait pas par les vêtements, mais par les actes. La virtus, la notion romaine de valeur, signifiait le courage militaire, la force physique, la volonté de mourir pour la République. Un légionnaire en ptéruge incarnait tout cela. Il avait servi 20 ans, participé à des dizaines de batailles, reçu des blessures et des décorations. Ces bandes de cuir étaient usées par des campagnes qui allaient de la Bretagne à la Mésopotamie. Ridicule, allez donc lui dire en face. Un légionnaire est entraîné à tuer à main nue. Il peut marcher 30 km avec 20 kg sur le dos et entrer immédiatement en combat. Il connaît 20 manières de percer une défense ennemie et 3 façons de construire un pont en une nuit. Les ptéruges, pour lui, c'est la tenue de travail d'un tueur professionnel. Regardons maintenant ceux dont les Romains se moquaient. Les Gaulois et les Germains portaient des pantalons, des braies en laine grossière ou en cuir. Pour un Romain, c'était le signe du barbarisme. Un homme civilisé porte une toga ou une tunique. Le pantalon, c'est le vêtement de sauvage qui ignore les bains publics et les routes pavées. L'écrivain romain Tacite a décrit les Germains avec mépris. Ils portent des pantalons de fourrure et vivent dans des huttes sordides. Pour un Romain, un Germain en pantalon était aussi ridicule qu'un légionnaire en ptéruge peut le paraître à un homme moderne. La différence, c'est le contexte culturel. Point intéressant, lorsque, à la fin de l'Empire, les Romains ont commencé à engager des barbares dans l'armée, ils ont progressivement adopté le pantalon. Au IVe siècle, même les légionnaires romains des provinces du Nord portaient des braies sous leur ptéruge. Le pragmatisme a vaincu le préjugé. Dans le climat froid de la Germanie et de la Bretagne, les pantalons protégeaient bien mieux du gel que des jambes nues. Mais les ptéruges, elles, n'ont pas disparu. Elles sont restées le symbole du légionnaire romain, même quand des pantalons apparurent en dessous. Cela montre la puissance de la tradition. Les bandes ont été portées pendant 800 ans, elles sont devenues une part de l'identité. Rappelons-nous d'autres exemples de jupes portées par des guerriers. Les Highlanders écossais en kilts. Essayez de dire à un Écossais qu'un kilt est un vêtement féminin. Au mieux, il vous expliquera l'histoire des tartans de Clan et la bataille de Culloden. Au pire, il vous montrera ce qui se trouve sous le kilt à part le tissu. Les hoplites grecs à Marathon et aux Thermopyles portaient des ptéruges très proches des romaines. Les 300 Spartiates qui ont tenu la ligne face à l'armée perse en portaient tous. Personne ne les traite de féminins. Ils ont arrêté la plus grande puissance de leur temps. Ou encore les samouraïs au Japon. Leur armure comportait les kusazuri, des plaques protégeant les cuisses, très proches des ptéruges par leur fonction. Des bandes pendantes de métal ou de cuir qui combinaient protection et mobilité. Les samouraïs étaient l'élite de la société japonaise, l'incarnation de la virilité et de l'honneur guerrier. Le schéma est évident. Des cultures différentes sont arrivées indépendamment à la même solution. Protéger les cuisses et l'aine avec des bandes de matière est plus efficace qu'une armure d'un seul bloc. C'est un optimum d'ingénierie, pas un caprice de mode. Les reconstituteurs modernes qui recréent les armes et les techniques de combat romaines sont unanimes. Les ptéruges sont confortables et pratiques. Elles ne gênent pas les mouvements, ne provoquent pas de surchauffe, offrent une protection de base. L'un d'eux a dit « Les 5 premières minutes, on se sent bizarre. Ensuite, on les oublie complètement. Et au bout d'une heure, on comprend pourquoi les Romains ont porté ça pendant 800 ans. » La question de la perception est une question de contexte. Dans la Rome antique, un homme en ptéruge était un guerrier. Dans notre monde moderne, ces mêmes bandes font penser à des vêtements féminins. Mais le vêtement ne définit pas l'essentiel. Un légionnaire en ptéruge a conquis le monde. C'est tout ce qui compte. Les Romains avaient compris une chose simple. La fonctionnalité compte plus que l'apparence. Est-ce que les ptéruges fonctionnaient? Oui. Aidaient-elles à remporter des batailles? Oui. Alors, à quoi bon se soucier de leur aspect? Le vainqueur dicte la mode, pas l'inverse. 5e siècle avant Jésus-Christ. Un hoplite grec enfile ses bandes de cuir avant la bataille de Marathon. 13e siècle après Jésus-Christ, les derniers soldats byzantins portent un système similaire en défendant Constantinople. Entre ces deux moments, 18 siècles. Les ptérouges ont survécu à la République, à l'Empire et à tout le millénaire byzantin. Peu de technologies militaires peuvent se vanter d'une telle longévité.
Les Romains n'ont pas inventé les ptéruges, ils ont repris une idée déjà prête chez les Grecs. Mais ils ont fait l'essentiel, ils l'ont perfectionné. Ils ont trouvé l'épaisseur de cuir optimale, la longueur idéale des bandes, le nombre de couches adéquat. Ils ont testé le tout dans des centaines de batailles sur 3 continents. Ils l'ont adapté à des climats différents, de la chaleur africaine aux pluies britanniques. Résultat, un équilibre parfait entre 3 paramètres. Protection des zones vitales sans augmentation critique du poids, liberté de mouvement totale sans perte de défense, confort dans tous les climats sans risque de surchauffe. Aucun autre système ne proposait cette combinaison. C'est précisément pour cela que les ptéruges sont devenus la norme pendant 8 siècles. Les légions ont conquis des territoires de l'Écosse au Sahara, de l'Atlantique à l'Euphrate. 3 millions de kilomètres carrés sous contrôle romain. Et sur chaque légionnaire qui prenait part à ces conquêtes, on trouvait ces bandes de cuir. Coïncidence? Non. Chaque élément de l'équipement romain a subi une sélection naturelle sur le champ de bataille. Ce qui fonctionnait restait, ce qui ne fonctionnait pas disparaissait. Les ptéryges fonctionnaient. Un centurion pouvait passer 40 ans dans la Légion et remplacer 10 ensembles de bandes, mais le concept restait le même, parce qu'il était juste. La logique militaire moderne repose sur les mêmes principes. Chaque gramme d'équipement doit être justifié. Un soldat transporte armes, armures, munitions, eau, rations, matériel de communication. Le poids est crucial. Chaque kilo supplémentaire réduit la mobilité et l'endurance. Les ingénieurs militaires passent des décennies à alléger l'équipement sans perdre en protection. Les Romains ont résolu ce problème il y a 2000 ans. Les ptéruges pesaient un demi-kilo et protégeaient les cuisses. Des cnémides métalliques pesaient 3 kilos pour le même rôle. Le choix est évident. Un légionnaire avec ptéruge pouvait marcher 10 km de plus, combattre une demi-heure de plus, emporter davantage d'équipement. Dans le marathon de la guerre, ces avantages finissaient par donner la victoire. La fonctionnalité l'emporte toujours sur les préjugés. Les Romains ne demandaient pas « à quoi cela ressemble-t-il » mais « est-ce que cela marche ?» La réponse est restée positive pendant 800 ans d'affilée. La prochaine fois que vous verrez un légionnaire romain dans un film ou sur une illustration, regardez ces bandes de cuir autrement. Ce n'est pas une jupe bizarre, c'est le fruit de siècles d'ingénierie militaire éprouvée dans des milieux de combat. C'est l'une des raisons pour lesquelles une petite ville sur le Tibre est devenue le plus grand empire de l'Antiquité. Derrière chaque détail de l'équipement romain se cache l'expérience pratique de générations. Les ptéruges n'en sont qu'un exemple, mais elles montrent comment pensaient les Romains. Non pas comment cela se voit, mais comment cela fonctionne. Cette mentalité a créé un empire qui a duré 1000 ans. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines analyses sur le fonctionnement réel des technologies antiques. Dites-nous en commentaire quel élément de l'équipement romain voudriez-vous que nous décortiquions ensuite. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.